un des moyens de changer le monde, c'est la politique. Or, c'est souvent un sujet pas très sexy, donc il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane, ça va? Salut. Salut. Un des cofondateurs de la célèbre chaîne YouTube, qui font aussi des vidéos sur Facebook, Osons Causer, qui décrypte l'actualité politique et qui t'en parle comme un pote. Vous prenez des sujets compliqués, comme l'évasion fiscale ou la corruption ou les lois autour des multinationales, et vous les simplifiez pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est ça? Ouais, c'est ça. Première question. Les gens connaissent surtout Ludo, qui est souvent face à la caméra, sauf que derrière, vous êtes trois. En fait, il y a Xavier et toi, et il se trouve qu'en fait, vous êtes coloc. C'est ça. Donc j'ai une première question très importante. Vas-y. Qui dans la coloc ne fait jamais la vaisselle? Je peux dire qui fait le plus la vaisselle. Ok. C'est Ludo qui fait le plus la vaisselle. La chaîne elle a que 3 ans et vous avez déjà 700 000 fans sur Facebook et bientôt 200 000 sur YouTube. Je pense que parmi les abonnés, tout le monde partage pas forcément vos opinions politiques. N'empêche que votre but, c'est avant tout de créer du débat. Et là-dedans, je trouve que vous êtes super fort. Parler de politique, on a l'impression que c'est réservé à une minorité. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment-là. Et que vous, votre démarche, c'est vraiment comment est-ce qu'on le rend accessible au plus grand nombre pour que les gens puissent... tout le monde, en fait, peut parler de politique et avoir un avis, quoi. Ouais, t'as raison. C'est vraiment ça. Quand on a commencé la chaîne, on s'est vraiment dit, il y a plein de trucs qui nous paraissent hyper importants à comprendre pour se repérer dans le monde. Ouais. Et souvent, les gens qui t'en parlent, c'est des gens qui sont des spécialistes et qui t'en parlent avec des vocabulaires techniques, en jargonnant, etc. Et de manière un peu chiante, et on s'est dit, on va essayer d'en parler de manière intéressante, quoi. Et du coup, le premier truc, c'était d'en parler comme si tu parlais avec un pote, tranquillement. Que ce qu'on dit, c'est pas, ça sort pas de comme ça. Et du coup, qui nous suivent un peu pour suivre quelqu'un et qui sont pas d'accord, mais qui va les stimuler un peu. Les challenger, justement, ouais, carrément. Ouais, du coup, comment vous répartissez les rôles, tous les trois? Ludo et moi, on fait beaucoup les recherches. Après, on écrit la vidéo tous les trois ensemble jusqu'au tournage. Xav, il sert à que ce soit clair et compréhensible et que ça intéresse pas que Ludo et moi. Xav et moi, on fait pas mal le montage. Puis après, Ludo présente parce qu'il a une bonne bouille. Et qu'il est bon, quoi. Ouais. Je trouve ça très noble, cette mission de vouloir un peu rendre la politique accessible à tous. Est-ce qu'on peut dire que votre mission, c'est de rendre la politique sexy? En fait, je pense ça allait déjà, en fait. Ouais. Genre, en fait, nous, on partait vraiment de l'idée que la plupart des gens, ils ont vraiment envie de comprendre, tu vois. Si on parle de réchauffement climatique, de qui décide, qui prend les grosses décisions, de comment sera la planète dans 30 ans pour tes gamins si t'en as un jour, ça t'intéresse spontanément. C'est juste que t'as pas forcément énormément de temps dans ta journée. Du coup, ils sont là pour toi. Et puis, si on t'en parle de manière trop compliquée ou si ça demande trop de trucs, ça peut te faire fuir. Ce serait quoi un des moments les plus forts que t'as vécu avec Osons Causer? C'est dur. Il y en a eu beaucoup. C'est dur à dire. Est-ce que t'as une ou deux histoires qui t'ont marqué que t'aurais envie de nous raconter? Il y a des moments, clairement, le moment pendant la loi travail où il y a eu Nuit debout, où il y avait avant ça On vaut mieux que ça. On s'était mis avec d'autres youtubeurs pour un peu aider à lancer le. Ouais, la chaîne d'Osons Causer a carrément contribué à mobiliser et à amplifier, ou à amorcer et amplifier les deux mouvements, effectivement, autour de la loi travail et ça, ce moment-là, c'était un moment d'effervescence de ouf. On sortait de plusieurs mois où on parlait que des attentats, où on entendait que Marine Le Pen à la télé, que des trucs anti-musulmans et tout. Et là, il y a eu une sorte de fenêtre qui s'est ouverte d'un an avant la présidentielle, où on a parlé d'autre chose et où on a parlé de politique, mais pas de politique politicienne, de politique genre des grosses questions, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, etc. Avec aussi les limites que ça peut avoir, tu vois. Mais ça, il y a plein de gens qui ont commencé à se poser des questions. Et là, pendant un an, au lieu de parler de insécurité, ceci, cela, on a beaucoup plus parlé de qu'est-ce que c'était de travailler, c'était quoi les conditions de travail. Ça a donné un gros vent de fraîcheur, quoi. Et du coup, se retrouver au milieu de ça, c'était hyper fort. On avait l'impression que il se passait un truc et que c'était intéressant. Et puis la campagne présidentielle aussi, c'était ouf. Ouais, l'année dernière. Campagne présidentielle, on a passé 6 mois à faire que. Vous avez bourriné que t'as fait, on avait quasiment aucun week-end, t'as fait toute la journée. J'ai des vidéos pour Mediapart en plus. Voilà, il y avait Mediapart, il y avait les vidéos qu'on faisait à côté, et on avait l'impression d'être un peu dans la campagne, quoi. Même si on faisait pas campagne pour quelqu'un, mais on se sentait complètement engagé dans le truc et on avait l'impression que ça avait une utilité, nos décryptages de ce qui se passait. C'était ouf. Donc quand on a fini, on a pris des bonnes vacances, mais c'était génial. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un média, que ce soit classique comme une télé ou une chaîne YouTube,
ça peut changer le monde. Si en fait tu penses que changer le monde c'est une grosse rupture d'un coup que tu vois extraordinaire où tout change, etc. Bon bah dans ce cas, en vrai rien ne change le monde. Mais si tu as des objectifs un peu plus réalistes et que en gros tu comprends en fait l'importance que ça a, ce que les gens pensent. Là, tu dis que ouais, les médias, mais aussi genre l'art, les discussions que tu peux avoir entre potes, etc. Ouais. C'est ce qui forme le fond idéologique un peu de ta société, de ton époque. Et du coup, c'est ce qui fait que les gens vont se dire, vont petit à petit sensibiliser à l'écologie, ou vont petit à petit trouver qu'il y en a marre que d'avoir des scandales de corruption à la tête de l'État, et que les gens qui sont corrompus n'aillent jamais en prison. Et en fait, petit à petit, par des médias, par des réseaux sociaux, par ce que les artistes disent, etc., tu peux changer le bain de là où en sont les gens, qui va rendre possible le fait de faire des grosses évolutions d'un coup, qui 10 ans avant n'était pas possible. C'est quoi ton rapport à la politique ? C'est compliqué. J'ai jamais milité dans un parti, mais en même temps, je m'intéresse à la politique depuis longtemps, depuis que j'ai peut-être 13 ans, 14 ans, comme ça. Mais en même temps, j'ai une certaine distance par rapport à la pratique des partis. Ouais. Et du coup, j'essaie de faire ce que je peux là-dedans. Ouais. Et du coup, la position que j'ai retrouvée pour l'instant, pour avoir un impact politique, c'est justement de passer par ce qu'on appelle le métapolitique, c'est-à-dire le bain d'idées qui fait le terreau sur lequel, après, des partis politiques vont essayer de proposer des projets, tu vois. Du coup, moi, je me sens assez à l'aise dans la position qui est la nôtre, qui n'est pas une position de militant politique, de parti politique, mais d'analyse ou de commentaires. Mais quitte qu'à assumer des engagements, tu vois. Clairement, on est écolo, on essaie de défendre un peu plus de démocratie, on essaie de réfléchir toujours au bien commun. On peut prendre position, mais on n'est pas encarté, on se sent pas redevable de tel ou tel courant. Le micro-engagement, le fait d'agir à son échelle, qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est une des manières de changer les choses, quoi, qui a l'avantage pour elle que tu vois les résultats, tu vois ce que tu as fait, tu vois comment ça peut éventuellement faire bouger ta famille ou tes potes autour de toi. Tu t'y attendais pas forcément, mais ils vont petit à petit changer d'idée, surtout si tu le fais de manière un peu bienveillante et que tu leur dis pas que t'as la vérité et que c'est des gros débiles. C'est bien. Du coup, je trouve ça bien et je pense qu'il faut le faire avec une certaine patience pour les autres et pour soi-même, pas forcément de manière pas forcément se forcer à changer à 100% du jour au lendemain. Je pense que c'est un truc que tu partages aussi. Toi-même, tu sais. Tu as fait des études de philo et de sociaux. Ouais. Tu le sais probablement pas, mais j'ai choisi de faire un bac ES parce que je kiffais trop la socio. Je croyais qu'il y en aurait plein en première et terminale, alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et pareil, j'ai fait une licence de philo pendant mon école de commerce. Ouais, Ludo et toi, principalement, vous dites que les sciences sociales vous ont aidé à comprendre le monde. Est-ce que tu aurais un exemple ? Juste pour parler de la socio, la sociologie, ce que ça fait et qui est génial, c'est que ça te décentre de toi-même. Tu grandis avec ton histoire, donc avec tes parents, ton milieu social, qui t'ont donné des valeurs, si tu étais dans une famille d'artistes de gauche parisiens, c'est pas la même chose que si tu viens d'une petite famille d'agriculteurs cathos de droite. De l'Est de la France, je dis un des trucs au hasard. Et en fait, ce que fait la socio, c'est qu'elle te donne du recul par rapport à ce que tu crois et à ce que tu valorises. Elle te permet de voir en quoi ta vision du monde, dont tu pensais que c'était la tienne et que c'était toi, individu, qui l'avais créé comme ça te montre en quoi elle a été façonnée par tes expériences. Et du coup, en fait, beaucoup de gens imaginent que en fait, c'est un truc qui diminue ta liberté, où tu dis ah bah si je suis déterminé, c'est que je suis moins libre, etc. Moi, je vois ça complètement différemment. Je trouve que justement prendre conscience de ce qui t'a défini, de ce qui a fait qui tu es, ça te donne un levier pour prendre du recul par rapport à ça et vraiment questionner ce que tu veux et qui tu es, et te dire bah, le fait de comprendre pourquoi tu valorises tel truc, pourquoi par exemple, si tu as toujours été un bon élève, et qu'en fait tu as été énormément avantagé à l'école et que du coup tu as créé une vision du monde autour de ça, ça te permet de prendre énormément de recul sur cette trajectoire que tu as eue. Si à l'inverse tu as eu un rapport hyper compliqué à l'école et que tu t'es toujours dit que tu étais débile et que parce que tu as intégré les normes de l'école et que ça t'a pourri ta confiance en toi, etc., le fait de faire de la sociologie, ça peut t'aider à comprendre ce qui s'est joué dans, peut-être que t'es vraiment débile, hein, mais ça peut t'aider à comprendre ce qui s'est joué dans ta trajectoire, les atouts que t'avais, les atouts que t'avais pas, et je trouve que ça peut vraiment énormément te libérer et te donner
et te permettre d'oser des choses que tu t'étais interdite même. Et du coup, pour ça, je trouve que la sociologie, ça peut être un énorme outil d'émancipation personnelle. Ouais, et ça te permet aussi de comprendre des trucs de ouf, du genre, typiquement, quand tu lis des trucs de sociaux sur le genre et que t'apprends, par exemple, que les hommes coupent énormément la parole aux femmes, quand on a des discussions, y compris entre amis, on coupe tout le temps les hommes coupent tout le temps la parole des femmes, et c'est toujours le cas maintenant. Le fait de le lire, c'est une chose. Une fois que tu l'as appris, c'est un truc que tu peux observer autour de toi et tu te fais, oh putain, merde. Genre, je me rendais pas compte à quel point, le moment où tu prends une demi-heure une fois, tu regardes un groupe autour de toi, et le fait d'avoir ce recul réflexif sur ta pratique, ça t'aide aussi à changer. Donc pour ça, la sociologie, c'est génial. Pourquoi est-ce que ce projet, toi, ça te tient aux tripes? Moi, avant, je faisais de la recherche, en fait, en sciences cognitives sur l'évolution humaine, et j'adorais ça. Je trouvais ça hyper intéressant de réfléchir à comment les humains étaient devenus humains, et ça, je travaillais sur la coopération et tout. C'était intéressant, mais j'avais l'impression que je parlais à pas grand monde, et du coup de devoir beaucoup travailler pour avoir en fait peu d'écho et de peu savoir à quoi ça servait. Et ce que je trouve génial avec ce qu'on fait, et j'imagine que tu dois probablement ressentir la même chose, c'est que tu travailles, tu t'arraches à faire une vidéo, tu travailles énormément dessus, tu la sors et bim, t'as un impact directement. T'as des gens qui disent, genre là t'as dit une connerie, là c'était cool, là ça a changé ma vision sur ça. Et du coup, t'as vraiment cette espèce de rapport immédiat à ce que t'as fait et à l'impact que ça a. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça motive. Il est trop stylé! Ce serait quoi la société dont tu rêves? T'as les questions bien dures, bien larges. Je me suis dit, j'ai quelqu'un qui... j'ai une tronche à côté. Je pense qu'il y a trois gros niveaux de réponse. Il y a un niveau, ce serait une société qui apprennent à faire avec les contraintes environnementales. Moi, la vision très très large de l'histoire que j'ai, c'est pas que les humains sont une sale race qui a tout défoncé, etc. Je pense que la révolution industrielle, ça a été un truc génial. Avant, les humains, ils crevaient en moyenne à 35 ans, ils avaient des vies courtes, douloureuses et merdiques partout dans le monde. Là, on a appris à apprivoiser des énergies, ça nous a créé un niveau de vie beaucoup plus important, y compris dans ce qu'on considère comme les pays très pauvres, où la vie est largement meilleure qu'il y a 50 ans. Donc on a fait des avancées énormes, mais en faisant ça, on a tapé à fond dans les ressources. Ce qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on n'avait tout simplement pas les moyens de le faire. Du coup, là, on arrive à un niveau de notre étape, de l'étape de l'histoire humaine, où on a fait des gains énormes en termes de qualité de vie, mais aussi de savoir, de connaissances, etc. Par contre, on a défoncé notre environnement pour faire ça. Et il faut qu'on apprenne de manière hyper urgente à tenir compte de cette contrainte pour pouvoir continuer à vivre correctement. Et voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que pour faire ça, je pense qu'il y a des gros blocages de pouvoir. Du coup, pour actionner ces leviers, il faudra s'attaquer aux inégalités de richesse et de pouvoir, ça va ensemble. Les gros pollueurs, c'est les pays riches. Et le troisième truc, qui est un peu moins politique, je pense, c'est d'augmenter de niveau en compréhension de soi. Je pense qu'il y a aussi tout un truc qui est lié à la psychologie, au développement personnel solide, pas le développement personnel trop qui peut servir de justification des fois idéologique à des trucs, mais je pense qu'on a beaucoup encore à apprendre de notre propre fonctionnement, et que les sciences humaines peuvent beaucoup nous apprendre à être plus heureux. C'est pour ça que je te parle tout le temps de se changer pour changer le monde. Exactement. Alors vous nous préparez un gros projet de formation à la politique qui s'appelle comprendrelemonde.com pour bientôt. Je pense que je proposerai à Xavier ou à Ludo de venir le présenter, mais quand il sortira, mais est-ce que tu peux déjà nous en dire deux mots? Ouais. Ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est faire une sorte de petite bibliothèque de vidéos hyper claires et accessibles pour avoir les repères importants pour te repérer dans le monde. Donc, pour le dire ça plus clairement, en gros, on veut traiter des sujets comme le réchauffement climatique. En écologie, est-ce qu'on va vers la fin des ressources? Comment construire le monde de demain? La politique en Europe, comment ça marche concrètement? Quel levier d'action on a? Où ça bloque? Ou les gros débats économiques, c'est la dette des États, l'austérité, etc. C'est d'avoir des synthèses à jour, hyper claires et accessibles, qui soient agréables à suivre, pour te repérer, et après
être bien armé pour pouvoir en débattre. Du coup, l'idée c'est pas de clore les débats, mais c'est d'avoir des bases solides et un peu à jour des recherches scientifiques pour ensuite pouvoir débattre de manière intéressante et en se sentant à l'aise, et pour pouvoir aussi beaucoup mieux te repérer dans les débats d'actualité où on dit le 49.3, le machin, le truc. Si tu veux avoir justement juste l'essentiel pour te repérer et que t'as pas 50 000 heures à passer pour pouvoir te repérer sur un sujet, mais que tu as envie de comprendre, et bah pour l'instant on trouve que c'est un peu plus dur à trouver, et c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller sur comprendremonde.com, et en gros vous pouvez laisser votre mail et on vous tiendra au courant. Carrément, je l'ai fait en préparant cette vidéo. Abonne-toi aussi du coup à leur chaîne YouTube pour suivre la suite de leurs aventures. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux découvrir d'autres projets qui changent le monde et d'autres micro-engagements, et abonne-toi voilà, à sa chaîne si c'est pas encore fait, parce que c'est quand même mieux pour avoir les notifications et suivre les vidéos. En fait, on croit qu'on pensera à les voir, mais en fait, des fois, on les voit pas, et du coup, c'est quand même mieux d'être abonné et de mettre la petite cloche magique qui fait que tu verras toutes les vidéos. Laisse un pouce bleu si t'as kiffé ce brillant esprit, et en commentaire, je vais te poser une question du jour. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu t'intéresses à la politique? Voilà, on enchaîne tout de suite avec une deuxième vidéo FAQ où Stéphane va répondre à vos questions. Ciao.